Thierry Ferré pour la DM2. Alors, donc quelques mots en synthèse de cette DM2. Donc d'abord en mouvement réel, les ajustements s'élèvent en montant à moins 236 000 euros en section de fonctionnement et à moins 1 662 000 euros en section d'investissement. Donc soit un total d'un peu moins d'1,9 million sur l'ensemble du budget. Donc vous avez évidemment la liste complète des mouvements qui est annexée à la délibération. Et donc on peut néanmoins en citer quelques-uns. Alors tout d'abord en investissement, l'effet des lissages, c'est-à-dire des programmes qui sont décalés sur l'année suivante pour leur grande majorité. Donc il s'agit d'1,6 million avec notamment la reconstruction de la crèche de l'Europe pour un peu plus de 600 000 euros, les travaux d'accessibilité pour un peu plus de 300 000 euros, le regroupement des écoles Lyon et Algeciras pour un peu plus de 200 000 euros, la pièce à clous, les ateliers roulage pour 150 000 euros et les travaux sur les ZAB pour 100 000 euros. L'inscription de crédits complémentaires, donc toujours en budget d'investissement. Il s'agit des établissements d'action sociale et de santé pour 64 000 euros, la maison des associations pour 52 000 euros, le GER des équipements sportifs pour 25 000 euros et la maintenance du bâti dans les écoles pour 25 000 euros. Ensuite, il y a l'inscription des subventions d'investissement obtenues pour un total de 570 000 euros au titre du fonds de soutien à l'investissement et qui concerne majoritairement le regroupement des écoles Lyon, Algeciras et aussi tout ce qui est en lien avec l'optimisation énergétique des bâtiments scolaires. En fonctionnement, on peut noter donc une baisse de la contribution au fonctionnement des écoles privées, dont a parlé Émilie à l'instant, pour moins 476 000 euros. Donc il s'agissait de revenir au tarif nouvellement calculé. Ensuite, une anticipation de la subvention 2019 à Brest événements nautiques, donc pour les fêtes nautiques, donc de plus 300 000 euros. Il s'agit là de permettre d'avoir un peu plus de marge pour cette année 2019 qui verra notamment l'opération, l'événement Brest-Océan sur la fin d'année. Des dégrèvements obtenus sur des taxes foncières acquittées par la ville de Brest en 2016 et 2017 et qui fait suite à une étude que nous avons lancée à la fois sur la ville et sur la métropole concernant les taxes foncières. Et sur la métropole, on a réussi à récupérer plus d'1 million d'euros et donc pour la ville, c'est à peu près 150 000 euros. Et enfin, des ajustements, des subventions perçues auprès de la CAF pour 131 000 euros. Donc en parallèle de ces évolutions sur les dépenses d'investissement et de fonctionnement, on notera que nos recettes réelles hors emprunt progressent de 1,2 million d'euros. Donc voilà, en synthèse, une DM2 excédentaire qui devrait permettre de réduire l'emprunt prévisionnel de plus de 3 millions d'euros pour l'année 2018. Donc avis de la commission favorable à la majorité. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole sur cette DM, Madame Le Goïc? Oui, monsieur le maire, chers collègues. Alors nous, dans cette décision modificative du budget, apparaît en page 24 une subvention de 300 000 euros à l'association Brest événements nautiques, avec comme indication d'utilisation un complément. Après question posée en commission, il s'avère que c'est une avance sur les 300 000 euros de 2019 et bien entendu nous serons vigilants à nous assurer qu'il n'y aura pas d'autres compléments en 2019 à cette avance. Alors cette délibération et cette subvention est l'occasion pour moi de revenir sur un courrier que j'ai reçu cette semaine de la part du président de Brest événements nautiques, vous-même, en courrier que donc j'ai ici et que je vais commenter un petit peu. Alors, pour mémoire, en juin, je vous interpellais ici même, François Cuyandre, maire de Brest, en vous posant 3 questions. Une question sur une enquête préliminaire qui aurait pu être ouverte après la publication de l'article de Marianne sur des marchés douteux passés avec l'agence Rivacom. Ma deuxième, et je vous demandais si celle-ci avait été ouverte et si oui, si elle avait été close et quels en étaient ses résultats. Je vous posais une seconde question sur savoir si l'association avait budgété pour les prud'hommes, dans le conflit qu'il oppose à M. Arbello, s'il avait budgété les 340 000 euros demandés par l'ancien directeur de Brest événements nautiques. Et enfin, dernière question, je vous demandais
quelle somme l'association avait déjà engagée dans cette affaire des prud'hommes. Vous avez refusé de répondre en juin en arguant de la gestion de faits. Votre absence de réponse m'a obligé en septembre à publier ces mêmes questions précisément dans le magazine municipal Sillage en tribune libre. Et c'est cette publication qui justifie le courrier que j'ai donc reçu cette semaine de la part du président de Brest Événements Nautiques. Alors ce courrier, bien sûr, je passe rapidement sur l'indécente comparaison que vous y faites entre les parachutes dorés du CAC 40 et une condamnation possible au prud'homme de l'association en faveur de l'ancien directeur de Brest Événements Nautiques. Je ne vais pas vous apprendre la différence entre un accord, une convention passée entre un ancien dirigeant qui part avec 5 millions et quelques comme à Air France et une condamnation décidée avec un montant décidé par les prud'hommes. On est complètement dans deux domaines différents. Par contre, je voudrais insister sur quelques aspects juridiques que votre courrier soulève. Notamment, vous me disiez que me répondre en conseil, répondre serait constitutif des délits de gestion de faits et de prise illégale d'intérêt qui sont des délits punis pénalement. Alors, en effet, ce sont des délits qui font partie des quelques délits auxquels sont exposés les élus qui se retrouvent à piloter des associations. Alors, gestion de faits, en matière de réponse au sein d'un conseil municipal, bien sûr que non. On est très très loin de ce délit qui est caractérisé par l'utilisation, la manipulation directe d'argent sans avoir de qualification pour. Prise illégale d'intérêt, par contre, effectivement, vous avez totalement raison de soulever la fragilité juridique importante de Brest Événements Nautiques sur cette question. Notamment parce que comme vous êtes conscient du risque, c'est un facteur plutôt aggravant dans les condamnations, dans la jurisprudence française pour la prise illégale d'intérêt. Par contre, monsieur le maire, si je peux me permettre, la prise illégale d'intérêt, c'est important de le comprendre pour mes collègues élus qui souhaiteraient éventuellement vous poser des questions sur Brest Événements Nautiques. La prise illégale d'intérêt n'apparaît pas quand moi je pose une question au conseil municipal et que vous y répondez, surtout si cette question peut incriminer l'association. La prise illégale d'intérêt peut apparaître à chaque fois que vous, en tant que maire, tentez d'influencer un vote ou de participer à une délibération qui serait en faveur de l'association. C'est-à-dire que chacune de vos interventions en tant que maire de Brest, vantant l'association Brest Événements Nautiques et son organisation des fêtes maritimes, qu'on retrouve parfois dans la presse locale ici présente, et prend le risque à chaque fois effectivement d'être qualifié de prise illégale d'intérêt, d'autant que la Cour de cassation est assez claire là-dessus. La prise illégale d'intérêt, ça n'est pas seulement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait qu'un élu bénéficie financièrement ou d'argent issu de son mandat dans une association. La prise illégale d'intérêt, c'est aussi parfois simplement la prise illégale d'intérêt moral. C'est le fait d'être reconnu, non seulement maire de Brest, mais président de Brest Événements Nautiques. Et c'est le fait que l'association qu'on préside puisse avoir une subvention importante suite à l'influence apportée par son président. Ça pose aussi donc la question de votre volonté, quand vous avez créé Brest Événements Nautiques, dans laquelle ne siègent que des élus très proches de vous. Vous étiez parfaitement conscient, puisque la question... Monsieur Simontus siège également. Il n'y est pas proche de moi, a priori. Au bureau de Brest Événements Nautiques ne siègent que des élus proches de vous. Et ça pose vraiment une question, quelle était la volonté, quelle pouvait être la volonté de créer en toute conscience une structure fragile juridiquement face à toute question qui pourrait être posée en conseil municipal par une opposition. C'est un vrai souci, non seulement de démocratie, de ce que nous pouvons faire ici, dans cette assemblée, mais même de bonne gestion, puisque vous fragilisez par votre présidence l'association. Ça pose aussi une autre question, la prise illégale d'intérêt, elle ne concerne pas seulement Brest Événements Nautiques potentiellement, elle concerne aussi toute association qui serait présidée par des membres d'une famille d'élus qui participeraient ou voteraient des délibérations. Et là, peut-être que d'autres que vous sont concernés dans ce conseil. La prise illégale d'intérêt, c'est un jugement très grave et qui est relativement courant en termes de jugement posé.
Et la prise illégale d'intérêt, elle ne concerne pas seulement les élus. Elle concerne aussi, par exemple, des anciens fonctionnaires dont on estime que par leur position et leur influence, ils auraient participé à des délibérations. Et d'ailleurs, il faut attendre 5 ans pour qu'un fonctionnaire puisse accéder à un poste concerné directement par son influence passée. Et là, clairement, M. Marc Mathieu peut être content de ne pas avoir eu un statut de fonctionnaire lorsqu'il était au cabinet, parce que s'il l'avait été, il n'aurait pas pu aujourd'hui être directeur de Brest Événements Nautiques. Toutes ces questions juridiques montrent vraiment la fragilité du montage de Brest Événements Nautiques, association qui en fait non seulement a ce risque qui pèse sur vous indirectement de prise illégale d'intérêt, mais qui est aussi potentiellement soumise au risque d'être classée comme association transparente. Une association transparente, c'est une association à travers laquelle on peut voir le bras de la collectivité parce que cette collectivité serait par sa composition, les ressources ou le fonctionnement concret de l'association bien trop présente dans le fonctionnement de l'association. Un juge administratif pourrait qualifier Brest Événements Nautiques d'association transparente. Donc toutes ces questions juridiques que vous soulevez, tout à fait justement dans votre courrier, vous y êtes exposé non seulement quand vous intervenez pour vanter les faits maritimes, et certainement pas quand vous me répondez sur des questions tout à fait concrètes de gestion de l'association. Merci. Merci. C'est le procureur, Madame Le Gouy. Je vous signale que c'est un débat qu'on a eu à de nombreuses reprises, tant ici qu'à Brest Métropole. Je suis par exemple, de par la loi, président de la mission locale. J'ai passé l'âge de bénéficier un jour des services de la mission locale si d'aventure je me retrouve sans activité. Voilà, j'ai passé l'âge. Eh bien, alors que c'est la loi qui dit que c'est le maire qui est président de la mission locale, qui dit que la mission locale est de l'association, eh bien c'est la loi qui me met en prise illégale d'intérêt. Donc c'est lycée le procureur, Fortuné Pellicano. Oui, simplement, monsieur le maire, puisque Madame Le Gouy, depuis quelques mois, se laisse aller à des sous-entendus inacceptables lorsqu'elle parle de comparaison indécente. J'ai bien écouté son propos. Je me demande quel est le vrai motif de cet acharnement qu'elle a à ne pas reconnaître que les réponses qui lui sont données devraient la satisfaire. Alors vous avez raison, monsieur le maire, puisque nous sommes en conseil municipal. Madame Le Gouy, si jamais les réponses que l'on vous apporte, parce qu'elles vous sont apportées dans le courrier du président de Brest Événements Nautiques, adressé à Madame Julie Le Gouy-Coffret en date du 12 octobre, je pense qu'il y a exactement les réponses apportées aux questions que vous avez posées à plusieurs reprises. Si jamais ces réponses ne vous conviennent pas, on peut considérer que vous avez cette liberté de juger insatisfaisantes les réponses. Mais si jamais vous trouvez qu'elles ne sont pas juridiquement valables, allez rencontrer des avocats, allez rencontrer éventuellement le procureur de la République, parce que lui est habilité à vous répondre. Et je pense que de ce côté-là, si vous aviez voulu le faire, vous l'auriez fait depuis longtemps. Mais peut-être que dans le conflit prud'homal qui nous oppose à l'ancien directeur, puisque vous parlez de chiffres, sachez quand même que l'ancien directeur, pour 7 mois de travail, réclame ni plus ni moins que 340 000 € d'indemnisation pour la perte d'un emploi qui est limité dans le temps. Donc moi je veux bien que l'on juge sans arrêt les élus, le maire, les adjoints, les représentants de notre conseil, de notre collectivité à Brest Événements Nautiques, mais replaçons le débat dans la vraie question qui doit vous obséder. Il y en a une qui, à mon avis, doit quelque part vous torturer. Est-ce que si nous avions cédé aux exigences financières en termes d'indemnité de la part de l'ancien directeur, si nous avions été un peu légers dans l'appréciation des faits et de la procédure, si nous avions donné à M. Arbelot, puisqu'il s'agit de lui, les sommes qu'il réclamait pour éteindre, entre guillemets, soi-disant, un conflit
qui est, vous le savez, en instance de jugement. Est-ce que vous seriez peut-être aussi acharné à vouloir des réponses que vous pouvez obtenir auprès de son avocat, que vous pouvez obtenir auprès du procureur de la République si vous voulez le saisir, mais les réponses que l'on vous donne, elles sont naturellement sincères et elles sont certifiées par des comptes que tous les administrateurs de Brest Événements Nautiques ont en leur possession. Et lorsque vous parliez d'élus proches de M. le maire, il y a M. Sifantus qui siège, et jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas persuadé qu'il fasse partie de la majorité municipale. Madame Le Gouic. Je suis vraiment désolée, Monsieur Pellicano répond régulièrement un petit peu à côté de mes interventions. Je ne revenais pas sur les réponses que vous m'apportiez dans la lettre, hein, je ne les ai pas mentionnées dans mon intervention. J'ai parlé du cadre juridique de Brest Événements Nautiques, et à ces questions sur le cadre juridique sur Brest Événements Nautiques, il n'apporte aucune réponse. Tout comme les questions que j'avais posées, je les ai trouvées effectivement moi-même dans le budget de Brest Événements Nautiques. Effectivement, 350 000 € étaient bien budgétés pour une condamnation possible au prud'homme. J'ai trouvé tous ces éléments-là et donc sur ces questions-là, j'ai eu mes réponses. J'en ai pas eu sur l'enquête préliminaire qui ne concerne absolument pas, et je le répète, le conflit qui vous oppose au prud'homme avec M. Arbello, mais qui concerne les marchés passés avec Rivacom. Faut pas absolument pas confondre les deux affaires. Et d'ailleurs, vous me connaissez, si l'association avait accordé 340 000 €, non pas en contentieux et en condamnation au prud'homme, mais en négociation avec un ancien directeur, j'aurais été la première ici à trouver que la gestion de l'association était bien légère. Donc là, la question est tout autre, et elle est sur ces marchés et sur cette enquête pour laquelle je n'ai toujours pas eu de réponse. Madame Le Gouic, d'abord, au lieu de nous faire un cours de droit, vous auriez sans doute mieux fait d'aller jusqu'au bout du courrier que je vous ai remis. Mais, pour rester sur le plan du droit, nous avons été contrôlés à de multiples reprises par la Chambre régionale des comptes, qui n'a rien trouvé à redire au statut de Brest Événements Nautiques. Comme d'ailleurs au statut des anciennes associations, avant de créer Brest Événements Nautiques. Et si ma mémoire est bonne, Madame Le Gouic, alors je ne vais pas refaire le coup de Marc Patania, vous étiez dans la majorité, à un moment donné. Non, pas. Mais, allez, je ne vais pas refaire le coup de Bernadette Soumillon. Mais le statut associatif est sans doute le seul statut qui nous permet d'organiser de manière efficace des fêtes maritimes qui sont reconnues par l'ensemble des Brestois. Comment associer la Marine nationale, par exemple? Ce n'est pas dans une société que vous allez la faire, c'est dans une structure associative. Voilà. Et donc, oui, on prend des risques. On prend des risques, c'est comme ça, parce que la loi est imbécile. Je le dis, la loi est imbécile, je l'ai dit à plusieurs reprises à des parlementaires. Il fallait faire évoluer la loi en la matière, ça n'a pas été fait. Parce que c'est pas dans l'air du temps. Mais, Madame Le Gouic, vous auriez dû aller jusqu'au bout et citer les deux documents que je vous ai remis. Les deux documents que je vous ai remis. Le premier, qu'est-ce qu'il dit? Un mail de M. Arbello en date du 12 mars 2015. 12 mars 2015. Vous y constaterez. Alors, vous voyez, je prends les risques. Vous pourrez tout à l'heure téléphoner au procureur pour dire le maire, il a parlé de Brest Événements Nautiques. Allez-y. Allez-y. Donc, un mail de M. Arbello en date du 12 mars 2015. Vous y constaterez que c'est bien moi. Il le dit. Un mail adressé à Rivacom, qui a demandé la mise en concurrence de ce marché relatif à la communication des fêtes maritimes, alors même que la directive européenne, la chef du droit, excusez-moi, la directive européenne, reprise en droit français par le décret du 30 décembre 2006, exclut les marchés de communication de toute procédure formalisée de mise en concurrence. M. Arbello, dans un mail adressé à Rivacom, dit c'est le maire, enfin c'est le président, excusez-moi, qui a demandé, qui a exigé, en dehors de toute obligation légale, la mise en concurrence. C'est moi qui ai demandé. Là, vous parlez de marché coûteux, je ne sais pas de quoi vous parlez. Voilà, première chose. Deuxième chose, en second lieu, je vous transmets le mail en date du 13 février 2016 que M. Arbello m'a adressé en qualité de président de l'association et qui s'intitule « Démission ». J'ai reçu, à cette date,
13 février 2016, on était à 6 mois des fêtes. Un mail de mon directeur me disant « je démissionne ». Et voilà les raisons pour lesquelles je démissionne. Voilà. Bon, allez-y. Mais je n'ai aucune volonté de vous convaincre, madame Le Goïc, parce que ce n'est pas la vérité que vous cherchez. Ce n'est pas la vérité que vous cherchez. Alors, juste pour dire, alors, merci pour l'envoi pour une 3e fois d'affilée de ces documents que j'ai déjà non seulement reçus mais déjà publiés, rendus publics il y a en fait au moment des fêtes, donc en 2016. Je sais que ce sont à peu près les éléments qui concernent votre conflit au Prud'homme avec M. Arbelot. Et justement, c'est ce que j'allais vous dire ici. Les Prud'hommes ont siégé il y a 3 semaines. M. Arbelot était présent, M. Arbelot d'ailleurs était absent. Et puis les Prud'hommes, je fais confiance à la justice de mon pays, va trancher. Alors vous faites allusion à une provision. Je ne vais pas vous faire un cours de comptabilité ni de droit fiscal. On a provisionné le montant demandé par M. Arbelot, sans juger de ce que le tribunal va trancher. Tout à fait, mais c'est du droit fiscal. C'est dommage que Est-ce que je peux finir c'est du droit fiscal et du droit maire, comptable. Monsieur le maire, on n'interrompt pas les gens comme ça, c'est une impolitesse rare. Vous me laissez terminer mon intervention. Je vous expliquais justement, monsieur le maire, que nous ne sommes pas ici au Prud'homme et que votre défense et les pièces que vous présentez ont leur place complètement au Prud'homme. Ici, moi, c'est pas du tout la question que je posais. Je posais la question d'une enquête préliminaire sur laquelle j'ai toujours pas de réponse. C'est ma seule question là. Quant au provisionnement, vous m'auriez donné la réponse en juin, on n'en serait tout simplement peut-être pas là aujourd'hui. Cette réponse, vous pouviez me la donner en juin. Et vous m'avez toujours pas donné de réponse sur l'enquête préliminaire. Tortillé Pellicano. Non, mais je crois que vous êtes. Non, mais c'est parce que Madame Le Goïc Offret est en train, encore une fois, de faire des amalgames qui sont détestables. Madame Le Goïc Offret, on vous l'a dit, il vous a été écrit que l'enquête préliminaire a été ouverte à la diligence de Monsieur le procureur de la République. Interrogez Monsieur le procureur de la République, il est habilité et il est le seul habilité, puisque c'est lui qui ouvre l'enquête, à vous répondre, à vous informer sur le sujet. Est-ce que vous l'avez fait? Je ne le pense pas, très honnêtement. Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est d'amener sur un débat public des questions qui ne sont pas de l'ordre de cette collectivité, de ce conseil. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis après, Madame Le Goïc Offret, je pense très honnêtement que si jamais les réponses qui vous sont produites, qui vous sont apportées, les documents qui vous sont transmis ne vous conviennent pas, dites-le de manière un peu plus circonstanciée, un peu plus, j'allais dire, moins polémique, politicienne, parce que c'est véritablement ça qui vous intéresse, je le crois. Très bien. Allez, sur l'ADN, est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Il n'y en a pas, donc je propose de l'adopter. Qui est contre? Donc RPB et Mme Le Goïc. Qui s'abstient? BNA. Oui, M. Capérenès. Le groupe s'appelle Mouvement radical, social et libéral. Très bien. Qui est favorable? La délibération. Levez la main. La délibération est adoptée. Jean-Luc Pollard. Prestem. Ah oui, excusez-moi. Émilie Duchel. La 2. Merci, madame, chers collègues. La délibération qui vous est proposée en ce début de conseil revêt, à mon sens, de plusieurs significations fortes. Le réchauffement climatique est une réalité qu'il est impossible d'ignorer. Le rapport du GIEC le démontre encore récemment. Encore faut-il agir, et nos collectivités doivent agir. Cet enjeu majeur qui n'a pas de frontières est de ceux qui nous obligent à innover, à construire des solutions novatrices. C'est ce que cette délibération met en œuvre dans la continuité des délibérations antérieures par lesquelles nous avons voté la création d'une SPL pour démultiplier notre capacité à agir en matière de rénovation énergétique. Mon collègue Alain Masson pourra vous en parler plus encore que moi. Je vous présente aujourd'hui cette délibération car nous entrons dans la phase de mise en œuvre de cette rénovation énergétique. Nous étions cette semaine avec les parents d'élèves, les équipes pédagogiques des écoles Aubrac et Kérichen à ce sujet pour travailler ensemble à la manière de bien organiser ces phases de travaux importantes dans la vie de ces écoles.
Les écoles publiques, parce qu'elles ont pour beaucoup été construites dans la seconde moitié du XXe siècle, sont souvent des passoires énergétiques. Rien que pour cela, il est sens à agir, il y a obligation collective à agir. Mais il y a aussi sens à agir pour témoigner aux jeunes générations de notre engagement réel à réduire les effets de réchauffement climatique. Il serait irresponsable de repousser, de renvoyer sur eux ce que nous devons faire aujourd'hui. Cela, j'en suis convaincue, renforce la confiance qu'ils auront demain à être citoyens. Cette délibération s'inscrit aussi dans une mobilisation forte en faveur de nos écoles publiques et en tant qu'élu en charge de cette délégation, Monsieur le maire, je ne peux que m'en féliciter. Les divers chantiers que nous avons lancés dans les écoles illustrent l'engagement de notre équipe en faveur de l'éducation. Quelques exemples qui, mis bout à bout, représentent actuellement plusieurs millions d'euros d'investissement public. Rénovation de l'école Algésiras, Lyon, restaurant scolaire du Forestou de Jean Massé, reconstruction de l'école de Kérisvian, rénovation de l'école Kizac, tous les travaux menés cet été dans la presse s'est fait l'écho fin août. Plus la mobilisation de toutes nos équipes. Cette mobilisation en faveur de l'éducation, c'est aussi un engagement, ancien et réaffirmé dans les rythmes de l'enfant. Les échanges avec les acteurs éducatifs sur le nouveau projet éducatif de territoire sont en cours et dans quelques mois, nous aurons à délibérer dessus. Nous faisons tout cela dans un double contexte, celui financier imposé par l'État aux collectivités locales et celui d'une nouvelle réforme de l'éducation pour permettre au ministre de laisser lui aussi son nom. On en est en droit de s'interroger. Je ne vais pas vous lire la délibération et ses annexes, l'importance de celle-ci témoigne de notre engagement de transparence. J'évoquais en commençant les réunions que j'ai eues cette semaine à Aubrac et Kérichen. Elle montre par les actes notre engagement dans le dialogue, dans la construction avec les habitantes et les habitants, dans la participation citoyenne sur des enjeux majeurs. Les enjeux climatiques sont tels qu'ils justifient pleinement cette approche, qui justifient pleinement cet engagement dont vous avez dans cette délibération une traduction forte. Une traduction politique, une traduction effective, c'est de notre responsabilité pour l'avenir. Très bien, merci. Commission. Favorable à la majorité, pardon. Merci. Qui souhaite intervenir? Oui, Anne-Marie Carmerne. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Alors, tout d'abord, un mot sur le fond. Décider la rénovation énergétique de 5 groupes scolaires pour une surface totale de 15 241 m² chauffés, en vue de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la qualité de l'air, avec un engagement de performance énergétique à atteindre, c'est un projet qui est conforme à nos engagements dans la transition énergétique et à notre plan climat-énergie territorial. C'est un point de passage vers la réduction à notre échelle de la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 et l'objectif de contenir le réchauffement climatique. La délibération parle de contenir ce réchauffement climatique bien au-dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Alors bien au-dessous de 2 degrés, c'est un petit peu vague. Et il m'importe donc de rappeler l'alerte du GIEC sur le climat parue le 8 octobre. Pour le GIEC, il est probable que le réchauffement atteigne 1,5 degré entre 1,5 degré entre 2030 et 2050. À cette température déjà, les impacts sur le niveau des eaux, la biodiversité, la sécurité alimentaire sont déjà majeurs. C'est au-dessous de 1,5 degré qu'il faut viser. Et j'approuve bien sûr ce projet qui y contribue en réduisant la consommation énergétique de 37% sur les 5 établissements concernés. Pour mener cette opération, quel intérêt d'un marché de partenariat avec une SPL? La SPL, c'est 100% fonds publics, 100% contrôle public, 100% des interventions au profit des seuls actionnaires et 100% sur le seul territoire de ces actionnaires. La SPL, c'est donc une réponse adaptée à notre volonté d'agir avec le maximum de maîtrise dans un cadre territorial élargi et coopératif. Elle nous donne la possibilité de gérer les projets dans la solidarité à l'échelle du pays de Brest. J'approuve donc le mode opératoire. Et concernant la méthode, il a été prudent, bien que non obligatoire, de réaliser une étude de soutenabilité budgétaire qui apprécie les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits.
L'étude révèle que ce projet génère des économies d'énergie qui contribuent à couvrir une partie des charges. Par ailleurs, nous restons dans un délai de désendettement court. Les voyants sont au vert, je voterai donc cette délibération. Je vous remercie de votre attention. Merci. Madame Algan, répondez la parole. Oui, une toute petite explication de vote. Donc, sur l'objectif de ce programme, nous sommes d'accord. Sur la modalité empruntée, nous sommes un peu plus interrogatifs, étant donné que si nous avons bien compris que, grâce à l'étude de soutenabilité budgétaire, la charge financière est reportée à partir de 2022. Voilà. Donc nous nous abstiendrons. Merci. Ronan Pichon. Juste une monsieur le maire, pour relativiser un petit peu le bien en dessous de degré, comme j'avais eu l'occasion de le rappeler au Conseil de métropole, nous sommes actuellement à 1 degré de réchauffement acquis. Nous sommes sur une trajectoire qui rend une hypothèse à plutôt 4 ou 5 degrés à horizon 2100. La métropole de Brest s'est engagée dans un plan climat il y a quelques années, qui est un plan ambitieux, mais elle les alerte sur, même si la métropole de Brest a été un petit peu précurseur sur ce domaine, on ne peut quand même que regretter l'aveuglement collectif qui a duré des décennies sur le sujet. Pour rappel, aujourd'hui on commémore, on fête les 50 ans du Club de Rome qui a été fondé à cette période-ci, en 1968. Le Club de Rome qui a financé un projet qui avait fait grand bruit à l'époque, les limites de la croissance, en 1972. Qui est un rapport qui peut encore se lire aujourd'hui, tellement malheureusement il n'a pas été pris en compte, et qui décrivait le fait que nous sommes sur un modèle de société, un modèle basé sur la croissance et la consommation de ressources naturelles tel que nous allons vers le mur. Et dernier élément qui vient me conforter dans la non-prise de conscience, j'ai pu voir aussi qu'on a décerné dernièrement le prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel, dit prix Nobel d'économie par abus de langage, à un économiste qui est certes l'un des premiers à avoir intégré les questions du changement climatique dans ses modèles économiques, mais c'est un économiste qui par ailleurs prône que l'on aille jusqu'à 3,5 degrés d'augmentation de la température de la planète, en disant que c'est l'optimum en termes de développement économique encore et de croissance. Donc on voit bien que c'est un geste important, mais la prise de conscience des enjeux reste encore à faire, et il y a encore énormément de choses, et comme le rappelait le GIEC il y a peu, il y a beaucoup à faire, mais plus guère de temps pour le réaliser. Donc voilà, c'est une très bonne délibération. Voilà, ça contribuera au moins à la solution, c'est déjà ça. Merci, Madame Lebré. Oui, monsieur le maire, chers collègues, bien entendu, le fond de la délibération, à savoir la rénovation énergétique de ces écoles, est sans conteste une bonne chose. Cependant, le montage choisi avec la SPL pose beaucoup de questions, notamment sur le statut des salariés de cette SPL, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire les choses en régie avec les équipes municipales et des gens protégés par le statut de fonctionnaire. Les salariés d'une SPL ne sont pas fonctionnaires sauf s'ils sont détachés par la collectivité. De plus, on a des questions qui sont posées par les études que vous nous avez, qui sont très complètes et que vous nous avez fournies, concernant la possibilité pour des équipes suivantes de remettre en cause le projet, éventuellement en décidant justement de remettre en régie les travaux à faire, puisqu'on est sur une période de 20 ans. Et il semble quand même que vous ayez compliqué les choses pour une équipe qui souhaiterait revenir en régie. Donc pour toutes ces raisons, moi je voterai contre cette délibération qui met encore en œuvre vos satellites au montage totalement obscur. Très bien. D'autres demandes de parole? Émilie? Non, c'est clair. Oui. Pas grand chose à dire. Très bien.
bien, donc je propose de voter cette délibération, d'adopter. Qui est contre? Madame Le Gouin, qui s'abstient? Reste RPB, voilà, Rassemblement pour Brest, qui est favorable. C'est adopté. Merci. Jean-Luc Pollard. Chers collègues, il s'agit du rapport d'activité des représentants de la collectivité dans Brestem. Comme vous le savez, ou vous avez peut-être oublié, Brestem a pour actionnaire de référence Brest Métropole d'abord, à 65,47%. La ville est à 5,69% simplement du capital social et l'actionnariat privé à 28,84%. Brestem détient par ailleurs l'intégralité de la société par action simplifiée Océanopolis, Images, Développement, Restauration. Et enfin, elle détient aussi 4% de la société par action simplifiée Aéroport de Bretagne occidentale et 36,3% du capital de la société Brest Ultime Selling dont nous avons parlé tout à l'heure. Les activités sur le plan financier, elles sont retranscrites dans les résultats financiers. Ceux-ci font apparaître des évolutions contrastées. Les produits d'exploitation selon les équipements, Océanopolis, Brest Arena et Brest Park ont enregistré des résultats en hausse, tandis que le Quartz Congrès et Brest Expo connaissent un léger recul. Sur la période, il est bon de rappeler que le montant de subvention de Brest Métropole est resté stable. Et surtout aussi, le niveau des charges a été très bien maîtrisé. Le résultat de l'exercice est positif à hauteur de 702 726 €. La commission a donné un avis favorable à la majorité. Merci. Qui souhaite intervenir? Monsieur Sifantus, excusez-moi. Monsieur le maire, chers collègues, le rapport aux actionnaires concernant Brestem est très complet et clairement présenté. J'avais déjà eu l'occasion de le dire la semaine dernière à la Métropole. Il met en évidence une certaine stabilité globale de ce satellite, dont il faut cependant rappeler le monopole de fait sur ces domaines d'activité. La ville n'en est qu'un actionnaire minoritaire, mais elle fournit une grande part de la clientèle des services fournis. Si l'on regarde de plus près, on observe que le chiffre d'affaires de Brestem baisse légèrement, tout comme l'activité. Ces baisses ne sont compensées que par une augmentation des subventions d'exploitation, pourtant à un niveau déjà élevé, pour environ la moitié des produits d'exploitation. Cette augmentation des subventions permet de faire augmenter artificiellement la capacité d'autofinancement, mais est-ce vraiment assez pour investir tout en continuant à faire baisser l'endettement? La bonne fréquentation de l'Arena est un atout, notamment dans le domaine sportif, mais elle ne suffit pas. Parmi les sujets de préoccupation, on peut noter par exemple la baisse régulière de la fréquentation annuelle d'Océanopolis depuis plusieurs années, qui rend urgents les travaux envisagés pour ce site majeur. On pourrait dans ce contexte se féliciter de la baisse des charges d'exploitation de Brestem, mais elle n'est finalement que la conséquence de la baisse de l'activité générale et du chiffre d'affaires. Heureusement, l'année a été belle pour le stationnement, selon les termes mêmes du rapport, confirmant que la politique mise en place dans ce secteur avait bien aussi pour motivation de contribuer à relever la situation financière de Brestem, ce qui avait alors justifié notre opposition. Enfin, on peut s'étonner concernant l'Arena de la liste inquiétante de défauts ou de dommages constatés à ses débuts, dans un environnement météo pourtant sans réelle surprise. On peut se poser des questions sur la réalisation de ce bel outil et surtout sur sa résilience. La fragilité serait-elle le revers de la bonne fréquentation? Pour conclure, la réalité, c'est que Brestem, comme d'autres satellites, se trouve protégé de toute pression par son monopole de fait. Dans ce contexte, il reste difficile de juger de la réelle efficience économique de sa stratégie. Pour toutes ces raisons, nous n'approuvons pas ce rapport concernant Brestem. Je vous remercie. Merci, Madame Le Gouin. Oui, monsieur le maire, chers collègues, je suis aussi revenue à ces moments au Conseil de métropole sur les soucis posés par Brestem qui sont largement mis en avant dans ce rapport annuel. Je vais commencer par rappeler un détail vraiment très très technique. Le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte d'administration du site internet du Fonds de dotation de la mer figurent dans les documents que nous avons. J'ai vérifié aujourd'hui, malgré mon interpellation la semaine dernière, le mot de passe n'a pas été changé et il est toujours possible d'accéder en mode administrateur à ce site internet.
ce qui permet non seulement d'y poster ce qu'on veut, mais aussi éventuellement de supprimer des utilisateurs ou carrément le site. Il est vraiment important en termes de bonne gestion numérique de changer dès ce soir ce mot de passe. Voilà, j'espère que ce coup-ci ça sera entendu. Un des soucis qui est posé par la situation de quasi-monopole de Brestem sur plusieurs activités de la ville, c'est notamment parfois des contradictions avec un projet qui, ce que vous affirmez et que certains de vos minoritaires de majorité affirment comme étant de gauche. Et notamment, je suis presque certaine que les élus, qu'ils soient communistes ou ELV, ont des mots à dire peut-être à certains contrats qui sont passés entre les officines de Brestem et certaines multinationales. Donc j'ai parlé déjà du partenariat commercial avec le groupe Coca-Cola qui est fait par l'ARENA. Donc une convention partenariat conclue sur 3 ans avec le groupe Coca-Cola prévoit la mise à disposition par Coca-Cola de menus board Coca ainsi que du matériel de bar. En contrepartie, Brest Arena s'est engagé à commercialiser prioritairement les produits du groupe Coca-Cola. De la même façon, le Rincla Stadium a des partenariats visant à mettre en avant les produits Coca-Cola, Red Bull, McDonald's dans son établissement. Et c'est tout le défaut en fait de cette façon de gérer les équipements, c'est que du coup la volonté politique semble être moins forte que l'intérêt commercial de ces structures. Donc là bien entendu, ces choses-là, je pense, alertent quand même un petit peu, j'espère, vos partenaires de la majorité. J'avais signalé aussi en conseil communautaire, métropolitain, que ces rapports annuels peuvent ressembler, pour certains paragraphes, à vraiment un bingo bullshit qu'on pourrait trouver sur Internet. Et je vous avais cité notamment le paragraphe 1.8.5, progresser dans une optique d'amélioration continue. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire. La mesure de paramètres physiques, analysée au travers d'indicateurs de performance, qui permettent, en pondérant ces valeurs brutes, de coefficients relatifs aux facteurs les influençant indépendamment de notre contrôle, d'avoir une indication de notre niveau de performance, nous apporte une vision rationnelle de notre action. Les plans d'action qui définissent pour chaque aspect et action des objectifs en termes de résultats sont d'autres outils essentiels au dynamisme et à la rigueur de la démarche. La revue de ces indicateurs et plans d'action, lors de temps dédiés à la prise de recul comme les revues de direction, permet de valider de façon régulière l'avancement et de prendre des décisions nécessaires pour maintenir le dynamisme de la démarche, une amélioration continue. Donc ce type de paragraphe, honnêtement, je pense que c'est pas la peine de les mettre dans des rapports d'activité, ça veut rien dire du tout. C'est pas du français et ça décrédibilise le reste du rapport qui est particulièrement complet et intéressant pour les élus qui le lisent. On y apprend notamment, on y a la confirmation notamment de cette politique du tout bagnole qui est celle de Brestem avec les accords qui sont passés pour l'utilisation des parkings en centre-ville qui incitent les Bressois donc à venir en voiture par exemple aux Libertés. On y apprend aussi, et je pense que Anne-Marie Carverne aura bondi, qu'il a été, pour le parking tout neuf des Capucins, remarqué qu'il n'était pas accessible au PMR et que des travaux étaient nécessaires. Donc vraiment, c'est tout l'intérêt de ces rapports, c'est qu'ils sont complets et qu'on y voit toutes les défaillances du principal partenaire de la ville sur toutes ces opérations. Merci. Anne-Marie Carverne. Oui, monsieur le maire, chers collègues, pour le coup, Julie Goyic a raison, effectivement, ce rapport est très intéressant pour les élus qui le lisent. Et précisément, honnêtement, je me verrais mal revenir vers les associations qui fédèrent les personnes en situation de handicap après avoir approuvé sans un mot de réserve le rapport annuel 2017 de Brestem. Alors, certes, ce rapport annuel révèle des qualités dans la commercialisation de l'offre, de ces 10 équipements et services et leur valorisation. Mais, et je me suis déjà exprimée sur ce sujet en conseil, il révèle aussi une faiblesse en matière d'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap et d'une année sur l'autre, cela ne s'arrange pas. Je rappelle pour mémoire que pour cette entreprise,
l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap est de 6%, ce qui correspond à 14 emplois équivalents temps plein. Aujourd'hui, entre le recrutement direct et les contrats de sous-traitance, Brestem atteint péniblement 6,71 équivalents temps plein au lieu de 14 imposés par la loi. Mais dit-on qu'on se rassure, Brestem verse une contribution financière à la GFIP, c'est-à-dire l'Association pour la gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, pour l'équivalent de 3,79 salariés, et ce afin d'éviter une pénalité. Donc, le compte est bon. Eh bien non, pour moi il n'est pas bon, parce que tout ce qui est légal, et ça l'est, tout ce qui est légal n'est pas forcément moral. Entendez-moi bien, ce fonds AGFIP, auquel Brestem contribue, comme d'ailleurs son équivalent pour la fonction publique auquel nous contribuons aussi, c'est une juteuse cagnotte dans laquelle l'État pioche allègrement pour équilibrer son budget. Et ce, au détriment des personnes en situation de handicap, et quel que soit le gouvernement en place. Ces fonds ont été ponctionnés à plusieurs reprises, soit pour renforcer la sécurité des campus universitaires, soit pour financer les contrats aidés et les contrats d'avenir, dont les personnes en situation de handicap n'ont pas bénéficié. C'est comme cela que sous le précédent quinquennat, ce fonds pour le handicap s'est fait piquer 300 millions d'euros. Toutes les associations avec lesquelles je travaille sont unanimes. Les personnes en situation de handicap n'ont pas à servir de variable d'ajustement des politiques publiques et des coupes budgétaires. Alors que le niveau de chômage des personnes en situation de handicap est de 19%, il faut mobiliser toutes les entreprises sur du recrutement direct et des contrats de prestation de services avec le service adapté, et toujours, le plus possible, dans le cadre du droit commun, et non sur des versements à des organismes sévèrement épinglés par la Cour des comptes. Nous avons une responsabilité dans ce domaine, ce que nous assumons plutôt bien, nous, en tant qu'employeurs. Nous devrions être capables de le faire assumer dans un conseil d'administration présidé par le maire de Brest, président de Brest Métropole, et dans lequel siègent de nombreux représentants de la collectivité. Tous les acteurs concernés l'affirment. Il faut passer de l'obligation d'emploi à la banalisation du handicap en entreprise. Par ailleurs, alors que ces équipements sont normalement aux normes d'accessibilité imposées par la loi, rien ne l'évoque dans la communication commerciale. L'accessibilité est réduite à l'intermodalité. C'est quand même un peu juste. Aujourd'hui, les métropoles, et Brest est métropole, aujourd'hui les métropoles ont des stratégies d'attractivité qui consistent à valoriser les moyens mis en place pour faciliter l'accès physique aux lieux, à leur contenu, par des moyens techniques spécifiques adaptés à tous les handicaps. Si ces moyens techniques spécifiques existent, eh bien il faut le dire et les valoriser, et ne pas le faire, parce que c'est une lecture en creux de ce rapport, ne pas le faire, c'est ne pas avoir compris que la norme d'accessibilité universelle, c'est aujourd'hui un marqueur de modernité. Alors attention, je ne parle pas de la communication de chacun des équipements, mais de la SEM elle-même. Pour une société de cette envergure, sincèrement, je trouve que ce n'est pas à la hauteur. Alors j'ai le regret de ne pas approuver ce bilan, car sur ces sujets, il n'évolue pas positivement, alors que je me suis plusieurs fois exprimé sur ce sujet. Je pense qu'il est grand temps que Brestem se dote d'objectifs quantitatifs et qualitatifs lisibles dans ces deux domaines. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Jean-Luc Collard pour des éléments de réponse. Monsieur le maire, vous savez bien que les éléments de réponse ne convaincront pas les intervenants. Cependant, il y a quand même un point. Bon, d'accord, vous avez cru bien faire en te disant les rapports sont très complets, c'est bien. Et on sait bien que quand on commence par les louanges comme ça, là, ensuite les critiques pleuvent sur le monopole du fait, c'est toujours une idée reçue. D'abord, Brestem n'est pas un satellite, c'est un opérateur. Satellite, ça tourne marrant. Quant au partenariat non adéquat, c'est une critique qui peut être entendue. Et enfin, sur l'emploi du personnel à mobilité réduite, des personnes en situation de handicap,
C'est un message qui va continuer à être passé, sachant que, et je pense que l'intervenant le sait très bien, il y a des endroits où ceci serait assez difficile. Et le message est reçu. La parole est reçue. Sur le nombre de personnel, voilà, il me semble 250 professionnels, je crois. Il y a largement matière à trouver des postes parfaitement occupables par des personnes en situation de handicap. Je pense qu'il y a un travail à faire sur l'analyse de ces postes. Merci. Jean-Luc, c'est bon? Très bien. Je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Madame Le Gouric et Rassemblement pour Brest. Qui s'abstient? Anne-Marie Kervin d'Europe Écologie Les Verts. Qui est favorable? C'est adopté. Merci. Christiane Bigot. Monsieur le maire, ça va aller plus vite que sa fille. Monsieur le maire, chers collègues, il est proposé au conseil municipal, après avis des commissions compétentes, d'approuver le rapport annuel du représentant de la ville de Brest au conseil d'administration de la SAFI. Ce rapport porte sur la période d'activité correspondante au dernier exercice comptable clos 2017. Il a fait l'objet d'une approbation par l'Assemblée générale ordinaire de la SAFI avant sa communication au conseil municipal. Il faut savoir que la ville de Brest détient 4,17% du capital de la société. Avis favorable à la majorité de la commission 1. Merci. Demande de parole. Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient. La droite de Passois, excuse Madame Le Gouric, qui est favorable. C'est adopté. Alain Masson, pour la 5. Oui, monsieur le maire, il s'agit du rapport concernant la SPL des Capucins, donc un rapport qui porte sur 19 mois, puisqu'il y a un petit bout de 2016 et puis jusqu'au 31 décembre 2017. Je rappellerai juste que la ville de Brest est au capital pour 30% et la métropole pour 70%. Les faits les plus marquants pour 2016-2017, c'est d'une part la mission de direction, de promotion et d'animation de l'équipement et du site. Je rappellerai qu'il y a eu 114 animations, 67 ont été publiques et 47 privées. Globalement, il y a eu 43 animations gratuites. Sur la mission de gestion technique et patrimoniale du bâtiment, donc l'entretien, le maintien en bon état de fonctionnement de l'équipement et la sécurité, et puis aussi la gestion foncière de l'association foncière urbaine libre, ce qu'on appelle l'AFUL. Donc ça, c'est les deux contrats qui sont dans le cadre de la gestion technique et patrimoniale. Concernant les comptes, je rappellerai que le bilan est plutôt positif, même positif tout court, et que donc la SPL a une trésorerie de 633 658 € et qu'elle a un résultat net de 1530 €. Voilà, monsieur le maire, président ailleurs, de ce rapport qui a été voté à la majorité avec des abstentions et des votes contre. Merci. Des demandes de parole? Oui, allez-y, Pauline Perron. Oui, monsieur le maire, avant d'exposer la position de notre groupe sur ce rapport, je souhaite dire à nos collègues combien j'ai eu l'immense plaisir d'assister au retour du canotte de l'empereur avant-hier dans les ateliers des Capucins. J'ai eu également hier ce privilège rare, puisque j'étais la seule élue du conseil, de participer à son dévoilement partiel pour quelques heures. C'est assurément un événement majeur pour notre ville, et la presse de ce matin rappelle à juste titre que le peintre Pierre Perron, en réclamant déjà le retour en 1973, lorsqu'il était le conservateur du musée naval de Brest, mais les démarches engagées n'avaient pas abouti, le musée de la Marine ne souhaitant pas se départir d'une telle pièce historique. L'opportunité de fermeture temporaire du musée de la Marine à Paris vous a permis de reprendre la main sur ce dossier. Nous nous en félicitons. Nous aurons dans quelques mois, avec la présentation du canotte au public, un élément majeur pour l'attractivité touristique de notre ville. Sur la SPL,
comme mon collègue Bruno Sifantus l'a déjà dit à la métropole il y a une semaine, il est encore tôt pour juger de cette jeune SPL, dont nous n'avons d'ailleurs pas approuvé la création. On peut cependant noter à ce stade que le niveau de fréquentation est soutenu par un très gros effort de subvention. Sur l'exercice qui donne lieu à ce rapport, nous constatons que près de 60% des animations n'existent que parce qu'elles étaient financées par les collectivités et plus du tiers étaient gratuites pour leurs organisateurs. C'est donc surtout grâce à un fort soutien public d'animation que cette réalisation connaît un certain succès. Il reste beaucoup à faire cependant pour voir se développer un commerce plus mobilisateur ou pour multiplier le nombre de touristes que le téléphérique ne suffit pas à attirer. Vous le savez, nous n'aurions pas fait ce projet tel que vous l'avez conçu, sans doute précipitamment. Certes, vous avez donné une dimension culturelle avec la médiathèque et demain avec le Canot, nous en prenons acte. Mais votre politique s'est faite en partie au détriment du Carré des Arts avec la fermeture des bibliothèques Neptune et d'études. Nous restons extrêmement attentifs et vigilants sur la préservation du potentiel du Carré des Arts. Votre politique, c'est celle qui déshabille Pierre pour habiller Paul, j'ai déjà eu l'occasion de dire malheureusement dans cette enceinte. La nôtre privilégiera l'équilibre et la valorisation de ce Carré des Arts. Sur les Capucins, nous menons une réflexion prospective sur la manière dont nous devrons les faire vivre. Les équipements existent, ils doivent donc fonctionner à plein régime, en trouvant des opportunités au-delà de la sphère publique pour assurer l'attractivité et une vie permanente sur l'ensemble des Capucins. Cela peut, cela devra se faire aussi avec des acteurs autres que les seuls contribuables brestois ou métropolitains. Dans l'attente, nous maintenons notre opposition et nous n'approuverons donc pas le rapport concernant cette nouvelle SPL. Je vous remercie. Merci. D'autres demandes de parole? Il n'y a. Bien, Alain Masson pour des éléments de réponse. Ils ont votre téléphone. Sur quelques éléments de réponse, sans doute que Mme Perron n'était pas en même temps que notre collègue Marie-Claire Kreff, parce que Marie-Claire Kreff était aussi, mais de bonne heure et de bonne humeur, sur site. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tous le loisir de rester 48 heures sur les Capucins. On a aussi d'autres choses à faire dans le cadre des mandats. Et juste, je ne vais pas reprendre sur la SPL, juste une interrogation. Régulièrement, on entend parler du Carré des Arts et de la nécessité de dynamiser le Carré des Arts. D'abord, je voudrais dire que, et mon collègue Abilly pourrait le faire encore mieux que moi, le Carré des Arts fonctionne très bien avec les 3 équipements qui sont toujours sur site et qui ont pris de l'ampleur. Après, est-ce qu'on était en capacité de mettre une médiathèque sous le Carré des Arts? Sans doute. Mais une médiathèque de l'ampleur de celle qui a vu le jour sur les Capucins, sûrement pas. Donc moi je suis assez serein sur le jugement des Brestois sur la médiathèque des Capucins et sur le Carré des Arts. Tout à fait. On a des louanges partout sur ces Capucins, et y compris sur le téléphérique. Plus d'1 million de passagers sur le téléphérique. Il faut ouvrir les yeux. Allez, on vote. Excusez-moi. Madame Perron, allez-y. Oui, je vous ferai remarquer que j'ai reconnu l'intérêt de la médiathèque sur les Capucins. Ce que je regrette, c'est que le centre-ville ait été complètement déshabillé d'une médiathèque. Et contrairement à ce que dit M. Masson, le Carré des Arts, je suis désolée, il est en déshérence. Et c'est perçu de cette manière-là par les Brestois également. Parce que, regardez, vous avez les Arbres qui a fait pourtant des demandes claires sur l'occupation de l'ancienne bibliothèque, médiathèque Neptune, qui ne sera pas suivie des faits, effectivement. Je crois même
sentir que vous avez un projet de délocalisation sur le Bougain éventuellement de cette école, je suis désolée, c'est pas ça qui va dynamiser le centre-ville. D'autre part, nous avons à Brest un musée, mais un musée qui n'est pas digne du rang de Brest, qui n'est pas digne de Brest, et qui ne permet d'ailleurs pas de pouvoir exposer la richesse de collection que nous avons, en plus de la mettre quelquefois en danger. Bon, je sais bien que les champignons étaient en voie de traitement, mais quand même, il y a là des éléments forts. Et puis, on pourrait peut-être aussi reparler du conservatoire. Tout cela demande certainement une mise en synergie, demande aussi une véritable étude sur le sujet. Il y a quelques personnes qui ne sont pas du Conseil, qui se sont penchées sur la question, qui ont fait des suggestions, qui restent lettres mortes. Je trouve ça tout à fait dommage. Quand on se gargarise avec de la concertation, je pense qu'il faut se concerter avec tout le monde et pas forcément qu'avec ses amis. Merci. Oui, monsieur le maire, chers collègues, j'ai déjà eu l'occasion en fait de le dire à plusieurs reprises, mais ça finira peut-être comme les Capucins finalement, enfin reconnaître que c'était bien. Concernant l'école d'art, les AB, j'entends que l'école d'art n'a pas le droit d'accès. Actuellement, l'école d'art bénéficie pour une année d'une convention temporaire d'occupation dans le local de l'ancienne médiathèque Neptune et qui va permettre l'accueil d'une artiste en résidence. Donc en plus de tout le reste, de tout ce qu'a évoqué Alain Masson, il y a aussi cette dynamique. Quant à la bibliothèque d'études, je l'ai déjà dit, elle fait l'objet actuellement d'une étude de faisabilité dont nous aurons d'ici quelques mois les résultats. Et donc il y a, en plus de toute la dynamique existant autour, il y a des perspectives. On verra bien on décidera ensemble ce qui sera possible suite à l'étude de faisabilité. Donc il faut arrêter de dire qu'il n'y a rien de ce côté-là. Et le centre-ville ne se résume pas aujourd'hui au Carré des Arts. Le centre-ville est bien plus élargi et il y a une vraie, ici comme dans les autres quartiers de Brest, il y a une dynamique culturelle. Merci. Je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? RPP, Madame Le Gouet, qui s'abstient, PNA, et qui est favorable, c'est adopté. Thierry Ferré, et on va essayer d'accélérer, s'il vous plaît. Alors celle-ci devra aller vite, j'espère. Donc il s'agit de se prononcer favorablement sur la demande de décharge de responsabilité et de remise gracieuse effectuée par le régisseur pour un montant de 137,76 € suite à un vol où un déficit de caisse a été relevé à l'encontre de Madame Corinne Saliou. Donc avis de la commission favorable à l'unanimité. Merci. Les demandes de parole, il n'y en a pas, on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable. C'est adopté à l'unanimité.